Est-ce que tu constates souvent des gens qui sont soit mal protégés ou trop protégés? Trop protégé, ça arrive. Mal protégé, c'est mon quotidien. Et malheureusement, cette personne-là continue de payer en vivant sa vie de tous les jours sans savoir que la protection qu'elle a n'est plus adaptée. Est-ce qu'il y a des compagnies d'assurance que tu sais qui s'adressent plus à une population plutôt qu'à une autre? Est-ce qu'on a dans un tiroir 25 000 assortis? Pas toujours. Pas souvent. Effectivement. Comme ça, en cas de maladie grave, vous pourriez appeler votre conseiller ou votre assureur. Okay. En moins d'une semaine, vous avez le décaissement direct de votre conseiller. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Adélia Rose et je vous souhaite la bienvenue dans Les APMO, le podcast qui parle de finances de façon simple, concrète et accessible. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui peut parfois sembler complexe, mais qui peut également faire toute une différence dans votre vie, à savoir les assurances. Assurance collective, assurance invalidité, maladie grave, habitation ou encore auto. On entend parler de tout ça, mais comment savoir ce qui est vraiment essentiel? Comment éviter de trop payer ou encore de signer quelque chose que l'on ne comprend pas? Le but aujourd'hui, c'est de vous aider à protéger ce que vous construisez sans vous retrouver à devoir trop payer ou encore à signer un contrat que vous pourriez regretter plus tard. Pour nous aider à démystifier tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Assougou, qui a l'habitude d'accompagner les gens dans leurs décisions en termes d'assurance. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Stéphane. Plaisir partagé. Pour commencer, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce métier-là? Alors, depuis maintenant 5 ans, j'ai commencé dans le domaine de l'assurance auto et habitation, comme on dit, assurance de dommages. Et en travaillant là-dedans, je me suis rendu compte que ça fait vraiment une différence lorsqu'une personne est bien protégée. Et cette personne ne s'en rend pas compte, mais c'est lorsqu'il subit une situation irrégulière dans sa vie qu'elle constate que vraiment l'assurance c'est vraiment important pour elle. Et c'est de là qu'est partie ma passion pour pouvoir aider les personnes, informer le monde de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assurance en général, l'assurance des dommages des particuliers ou l'assurance vie en général. Alors, je trouve super intéressant ce que tu dis. Je me demande également s'il y a justement ces avantages-là. Pourquoi est-ce que, à ton avis, il y a des gens qui continuent encore à repousser le moment de s'assurer? Il y a plusieurs facteurs. L'un des éléments les plus importants, c'est le manque d'information. Donc, lorsqu'une personne n'a pas d'information, il se met des idées en tête ou il ou elle se met des idées en tête. Et bien entendu, ça génère plusieurs situations où la personne s'est dit « mais je vais me remettre à plus tard ce que j'aurais à faire maintenant » ou ce n'est pas nécessaire, ou ça coûte bien trop cher, sans avoir même l'information de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe lorsque je suis protégé ou pas. Ok. Bah écoute, en parlant justement d'information, je te propose qu'on revienne un peu à la base. Concrètement, c'est quoi la vraie utilité d'une assurance et dans quelle situation est-ce que ça devient vraiment crucial? Je vais prendre un exemple avant de répondre à la question. Le plus souvent, lorsqu'on roule une auto, on ne souhaite pas faire un accident, mais on s'assure pour ça. Effectivement. Donc, une assurance est faite pour les événements incontrôlables, les événements qu'on juge incontrôlables dans la vie, que ce soit lorsqu'on fait un accident, que ce soit lorsque notre maison part en feu, ou même très important pour l'invalidité, lorsqu'on travaille, on ne souhaite pas tomber malade, mais ça arrive que nous sommes en invalidité et c'est là qu'on perçoit l'importance de ce que c'est qu'une assurance dans la vie de tous les jours. Et est-ce que tu constates souvent des gens qui sont soit mal protégés ou au contraire qui sont même trop protégés? Trop protégé, ça arrive. Mal protégé, c'est mon quotidien, effectivement. Trop protégé, c'est vraiment rare là, mais mal protégé, il y a des personnes qui ont une couverture, qui ne savent même pas ce que ça donne là. Ils n'ont pas eu le temps de lire ou bien de poser des questions au conseiller ou à la personne en face d'elle et ils conservent cette protection-là pendant très longtemps. Alors qu'il faut savoir qu'est-ce que ça contient, quels sont les avantages, quelles sont les exceptions, comme on le dit, avant de prendre le produit en lui-même. Et je sais que les exceptions, je suis contente que tu insistes dessus parce que souvent les gens se plaignent que oui, mais il y a des tout petits caractères, etc. Peu importe, finalement, il faut vraiment prendre le temps de parcourir tout ce qu'on nous présente. C'est très important et je sais que le monde, ils ont ce petit truc-là pour ne pas lire le contrat une fois qu'on leur envoie, mais c'est très important de prendre un petit 5 à 10 minutes pour le relire.
Et en tant que conseiller, le conseiller, il a ce devoir-là de t'expliquer c'est quoi le produit que tu vas prendre ou lorsqu'il va te le recommander et te dire qu'est-ce qui n'est pas couvert. C'est vrai que c'est plus facile de dire qu'est-ce qui est couvert que qu'est-ce qui ne l'est pas, mais il prend des exemples pour te dire voici les exceptions qu'il y a dans ce produit-là. Mais il faut toujours prendre le temps de le lire, effectivement. Ok, donc en cas de doute, petite astuce, demander qu'est-ce qui n'est pas couvert par les assurances qui sont offertes. Exactement. Ok. J'aimerais qu'on avance en parlant un peu plus d'informations justement pour nous aider à choisir entre assurance collective, assurance individuelle ou encore assurance temporaire. Donc, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, comment est-ce que tu lui expliquerais simplement la différence justement entre assurance collective, assurance individuelle ou encore assurance temporaire? Bien sûr. En commençant par l'assurance collective, disons que c'est le minimum que tu pourrais avoir. L'assurance collective est le plus souvent, pas le plus souvent, mais je dirais c'est donné par l'employeur. Donc, dans l'assurance collective, l'employeur le prend pour ses employés, bien entendu, pour l'employé en cas d'invalidité. Si, par exemple, l'assurance dentaire, il y a toute une panoplie de protection parce que ça couvre une collectivité, comme on dit, concernant l'employeur. Donc, ça, c'est le minimum qu'une personne pourrait avoir. Ensuite, il y a l'assurance temporaire. Eh bien, l'assurance temporaire, c'est pour protéger tout ce qui est temporaire, comme on dit là, tout ce qui est dette, tout ce qui est protection du revenu, tout ce qui est prêt hypothécaire même, je vais le dire comme ça. Okay. Donc, ça vient vraiment mettre, comme l'assurance collective, c'est comme une toute petite base là pour construire la maison. Et l'assurance temporaire vient remonter la maison là. Est-ce que les assurances voyage, par exemple, sont incluses dans la catégorie assurance temporaire? Non, malheureusement, c'est un autre type d'assurance, l'assurance voyage, vu que le voyage n'inclut pas tout le temps le pays dans lequel vous êtes, ça peut partir à l'international. Oui. Donc, il y a certaines restrictions qui rentrent en ligne de compte qui font que l'assurance temporaire est vraiment différente de l'assurance voyage. Ok, d'accord. Et il y avait aussi l'assurance permanente, comme tu m'avais dit là. L'assurance permanente, c'est vraiment à très long terme. Le plus souvent, c'est par exemple pour payer les frais de décès, l'impôt. Il y a des impôts qu'on paye au décès aussi, malheureusement, dans cette situation-là. Et ça peut faire office aussi d'héritage pour la succession, pour aider en cas de douleur, de la perte d'un proche ou de soi-même, là, comme on dit. C'est vraiment ça la différence entre ces trois types d'assurance-là. Donc, assurance permanente peut être synonyme de assurance individuelle? L'assurance permanente et temporaire sont des assurances individuelles. D'accord. Pendant que l'assurance collective, comme j'ai dit, c'est pour un groupe de personnes qui ont un but commun. Par exemple, pour les employés, par exemple, la plupart des employés ont des assurances collectives. Ce qui est différent de l'assurance individuelle. Il y a deux types d'assurance individuelle. Le temporaire, comme je viens de l'expliquer. D'accord. Et le permanent. Ok, c'est très clair. Alors, à quel moment est-ce qu'une assurance collective ne suffit plus? À tout moment. Malheureusement, à tout moment. L'assurance collective, comme j'ai dit, c'est comme le minimum qu'une personne devrait avoir. Pour donner un exemple rapidement, l'assurance collective, lorsqu'une personne est en invalidité, va avoir peut-être 50 à 60% de son salaire. Entre nous, est-ce que tu penses que cela pourra couvrir les charges de cette personne-là? C'est là qu'intervient l'assurance individuelle, soit temporaire ou permanente, temporaire le plus souvent, pour aider cette personne-là, pour protéger son revenu. Aussi, au niveau de l'assurance permanente, malheureusement, il y a plusieurs cas d'assurance collective qui ne couvrent pas les maladies graves, comme on appelle. Oui. Et c'est là que rentre en ligne de compte pour les assurances permanentes aussi, qui protègent aussi les maladies graves comme le cancer, les tumeurs, l'AVC et ainsi de suite. Ok. Et est-ce qu'il existe, selon toi, des protections de base que la majorité des personnes devraient envisager? Parce que tu as dit que l'assurance collective, en fait, c'est jamais suffisant. C'est ce que j'ai bien compris. Exact. Donc, quelles sont les protections de base que tu pourrais nous recommander, justement, en plus des assurances collectives? Cette question-là est difficile à répondre parce que c'est vraiment au cas par cas. En fonction de la situation d'une personne. Mais de mon expérience, de ce que j'ai vu le plus souvent, c'est toujours mieux de commencer par l'assurance temporaire. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, au cas par cas. Parce que dans l'assurance temporaire, on peut rajouter l'invalidité en fonction de la situation, les charges de la personne et tout. Mais c'est vraiment de consulter un expert dans le domaine qui pourra vous le dire. Ce que vous avez, oui, c'est bon, mais c'est pas vraiment suffisant ou pas.
Ok. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des assurances qu'on peut généralement considérer comme superflues? Bien entendu, dans le domaine, j'ai rencontré des personnes, par exemple, pour couvrir un prêt hypothécaire, qui ont un prêt hypothécaire de 600 000, mais qui a une assurance hypothécaire, qui a une assurance vie ou hypothécaire de 1 million, 2 millions. Ok. On voit qu'il y a vraiment une grande différence. Je rentre pas dans les détails, ça peut arriver de ce genre de situation-là parce que peut-être la personne a d'autres charges ou d'autres situations, mais oui, ça arrive qu'il y a des personnes qui sont surprotégées, comme on dit. Ok. Alors, dans le cas des personnes qui sont surprotégées ou dans les personnes que tu rencontres, est-ce qu'il arrive souvent que des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de payer parfois des assurances en double? Même pas souvent, je dirais tout le temps dans Ok. ces genres de situations-là. Pourquoi? Parce que dès le départ, probablement qu'ils ont pris une protection qui était propice à leur situation. Mais après même 1 an, 2 ans, c'est sûr que les besoins changent. Et malheureusement, cette personne-là continue de payer en vivant sa vie de tous les jours sans savoir que la protection qu'elle a n'est plus adaptée et bien entendu paye un peu trop pour elle-même la situation. Alors, qu'est-ce qui complique, selon toi, la prise de décision en général par rapport au choix d'assurance auquel souscrire? Comme je disais au début, il y a d'abord le manque d'information. Ok. Lorsqu'on n'est pas informé, c'est sûr que c'est difficile de prendre une décision. Mhm. Et c'est difficile à comprendre aussi, ce que je vais dire aussi, il y a le manque d'éducation financière. Et c'est ça qu'un conseiller, un expert vient développer avec son client. Donc, en plus de lui proposer, de lui recommander des produits, ben, il lui donne l'information, l'enseigne de façon rapide sur comment prendre soin de ses finances ou comment avoir les finances plus solides. Ok. C'est en ce moment-là que la personne est outillée pour prendre de meilleures décisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseiller, il te le vend pas là, il te recommande des produits en fonction de la situation, mais le client n'est pas obligé d'accepter. C'est juste des recommandations qui seront pertinentes pour la personne pour avoir des finances solides. Et lorsqu'on veut rencontrer justement un conseiller en assurance, est-ce qu'il y a des frais qu'on doit débourser en partant? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais j'ai pas les moyens de payer pour un conseiller. » C'est une très bonne question et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Ok. C'est gratuit pour un conseiller de donner l'information. C'est gratuit pour un conseiller de partager des stratégies financières. Ok. Le conseiller, il est rémunéré par la compagnie pour laquelle il travaille. Excellent, très très bon à savoir, merci pour ça. Alors, j'aimerais qu'on explore un autre volet justement de ce sujet-là en parlant des grandes étapes de la vie et de l'impact qu'elles peuvent avoir justement par rapport au choix de l'assurance ou des assurances auxquelles souscrire. J'aimerais te demander comment est-ce que les besoins en assurance justement évoluent selon les différents stades ou selon les grandes étapes de la vie. Bien sûr. Le plus souvent, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on ne travaille pas et qu'on vit en famille, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de conseiller ces genre de personnes-là parce que soit ils ne travaillent pas ou ils sont à la charge des parents. Mais pour les parents dans cette situation-là, il y a des analyses à faire effectivement parce que ça c'est une situation, c'est un cap de la vie. Dès le moment où, dès l'instant où on a des charges, dès l'instant où on travaille, c'est à ce moment-là que les besoins d'assurance ou des situations sont mis en évidence pour être protégés. Et c'est vraiment, vraiment important. Je prenais l'exemple de l'assurance invalidité. C'est sûr que lorsqu'on travaille et on a des charges, soit le transport, la voiture, mais pourquoi ne pas protéger toutes ces situations-là? Pourquoi ne pas protéger la situation au quotidien, son revenu, comme on dit? Et bien entendu, ça c'est pendant qu'on travaille. Arrivé à la retraite, il y a encore un autre type d'assurance qu'il faut avoir, l'assurance permanente par exemple. À ce moment-là, je dirais pas qu'il est trop tard, mais ça revient plus cher lorsqu'on vieillit. Ok. Malheureusement, l'assurance vie fonctionne comme ça. Plus tu vieillis, plus ça coûte cher. Et du coup, plus on y souscrit jeune et moins ça coûte cher. C'est pour ça qu'on demande de le souscrire le plus tôt possible. Comme ça, si vous devez le payer sur 10, 20, 30 ans, vous le payez et puis c'est tout. Ok, donc si je comprends bien, si on souscrit par exemple à une assurance vie, il y a une date d'expiration à laquelle on peut arrêter de payer. Ou je pensais par exemple qu'on devait payer l'assurance vie toute sa vie. Ben oui, il y a des types d'assurances que tu payes toute ta vie, là, Oui. comme l'assurance permanente, tu le payes jusqu'à 100 ans ou toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Mais il y a des possibilités de payer une assurance permanente, donc sur une période de 10, 20 ans. Ok. Ces possibilités-là existent en fonction de la situation du client qui est en face de toi. D'accord.
Très bon à savoir. Dans le cas, par exemple, où on achète une propriété, quelles sont selon toi les assurances auxquelles on devrait absolument souscrire? Il y a des assurances vraiment obligatoires là. Si tu ne l'as pas, le notaire va pas l'accepter malheureusement, comme l'assurance habitation pour couvrir la bâtisse et tous tes biens qui sont à l'intérieur, bien entendu. Mhm. Et il y a l'assurance aussi, je dirais obligatoire, parce que le prêt hypothécaire, la banque qui te prête là, bien sûr, elle veut savoir si ce prêt-là sera assuré. Donc, il y a l'assurance hypothécaire et on peut avoir aussi l'assurance vie temporaire pour venir protéger ce prêt-là en cas de décès ou en cas d'invalidité. Parce que la banque veut voir si vraiment, en cas d'événements incontrôlables, comme on dit, si les paiements se feront toujours. Mhm. Donc là, tu as parlé par exemple du cas voilà, du premier emploi. On a exploré également le cas des assurances vie. Qu'en est-il d'une personne, par exemple? On a parlé aussi, pardon, du cas où on achète une propriété. Je suis curieuse de savoir que se passe-t-il si on traverse le cap où on devient parent, par exemple? Donc, Ok. est-ce qu'il y a une nouvelle assurance à laquelle on devrait souscrire ou Ben oui, à ce moment-là, ce qu'on recommande aux personnes, c'est de bien entendu assurer les enfants dès l'âge. À partir de, selon la loi, c'est un enfant à partir de 15 jours de naissance Ok. peut être assuré. À ce moment-là, oui, on recommande aux parents d'avoir une assurance pour l'enfant. C'est pas nécessairement qu'on souhaite que l'enfant décède, mais c'est pour une protection pour vous-même et pour l'enfant que vous le faites Dans ce à ce cas-là, moment-là. je crois savoir que dans les assurances collectives, par exemple, qui sont offertes par les emplois, ils proposent justement souvent d'assurer les enfants. Est-ce que ça, c'est pas suffisant, par exemple? Effectivement, comme je le disais au début, l'assurance collective, c'est vraiment le minimum là. À ce moment-là, c'est pas vraiment l'assurance vie qui vient protéger l'enfant. Il y a certains types d'assurance comme l'assurance médicaments au niveau de l'assurance collective, l'assurance maladie par exemple au niveau de l'assurance collective qui vient couvrir le conjoint ou la conjointe et les enfants. Mais c'est vraiment le minimum qui vient pour couvrir là. Qu'en est-il en cas d'invalidité? Comme j'ai dit, j'insiste là-dessus là. Est-ce que le parent ou les parents pourront continuer de payer, s'ils ont une maison, pourront continuer de payer l'hypothèque, subvenir aux besoins de la famille? Point d'interrogation. Bonne réflexion à avoir. Et dans le cas, mettons, de quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais qui est plutôt travailleur autonome, aurais-tu des recommandations C'est encore plus important pour lui parce que le travailleur autonome, là, il n'a pas d'assurance collective. Donc, en cas d'invalidité, ça veut dire qu'il ne travaille pas, donc il ne se protège pas lui-même. Il n'y a pas d'entrée d'argent. Et à ce moment-là, s'il a des charges, c'est encore plus compliqué pour lui. Et je le recommande très fortement, j'insiste là-dessus, pour avoir une assurance vie au moins temporaire avec une invalidité. Au moins à cette situation-là, en cas de maladie, il y a des entrées d'argent qui lui permettent, bien entendu, de continuer à payer ces charges-là. Alors, pour revenir un peu sur ce dont on parlait tantôt, à savoir le contrat, on parlait des petites lignes, etc. J'aimerais savoir, quand on reçoit un contrat d'assurance, qu'est-ce qu'on doit absolument regarder en premier? Ce qui est très important au départ, c'est qu'est-ce que le contrat couvre? Qu'est-ce que ma protection couvre? Il faudrait vraiment que le client ou la personne qui le prend puisse avoir l'opportunité de lister qu'est-ce qui est couvert ou pas. Ou pas, pourquoi? Parce que il y a des personnes, en cas de, par exemple, maladie grave, ils peuvent avoir des maladies qui ne sont pas couvertes et ils ne savent pas, ils ne posent même pas la question au conseiller et ils prennent en se disant qu'en cas de maladie ou en cas de maux de tête, par exemple, ou en cas d'une maladie quelconque, ils sont couverts. Maintenant, on parle de maladie grave et c'est vraiment lister les 25 maladies qui sont couvertes dans ce genre de situations-là ou les autres contrats, par exemple. C'est très important de soit poser la question au conseiller ou lorsqu'on reçoit le contrat, prendre un petit 5 à 10 minutes pour relire les avantages et les exclusions du contrat. Ok. Et dans le cas, par exemple, d'une personne des clients que tu rencontres, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir la surprise d'une personne justement lors d'un incident, d'un sinistre, d'une situation, comme tu disais, inattendue? Au niveau de l'assurance vie, oui, bien entendu, parce qu'au niveau surtout de l'assurance vie temporaire, j'ai été surpris parce que le client il ne sait pas, parce que à un moment X de sa vie, il avait un prêt hypothécaire qui lui coûtait à peu près 400 presque 450 000. Il était couvert pour ça. Mais après 5 ans,
ben, son prêt hypothécaire n'est plus le même. Il a baissé et il continue de payer pour la même situation qu'il avait il y a 5 ans. Alors qu'on pourrait juste le baisser et puis même si c'est 20 pièces de moins, là, c'est 20 pièces qui peut aller pour acheter un snack quelque part. Aussi pour l'assurance habitation, ça arrive le plus souvent. Des personnes qui ne savent pas que, par exemple, ils sont couverts pour un bien ou qui ne sont pas couverts pour un autre bien appellent pour réclamer. Et ça, c'est le quotidien en assurance habitation. Ah ouais? Oui. Ok. Donc, attention à vraiment prendre le temps de regarder entre les lignes, de poser le maximum de questions à nos conseillers. C'est très important, effectivement. Alors, toujours un peu sur le même sujet, est-ce qu'il y a des mythes très répandus qui rendent les gens plus vulnérables? Ça revient encore à la première question, vulnérable par rapport au manque d'informations. J'insiste là-dessus. Parce que de bouche à oreille, lorsqu'on manque d'informations, celui qui n'a pas l'information passe une mauvaise information à une autre et ça devient un mythe dans le sens où on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'assurance. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux permis, l'assurance de dommages et l'assurance vie. Lorsqu'une personne appelle pour avoir des informations, je suis vraiment surpris de l'information qu'il me donne et il n'a même pas consulté d'experts et il va sur Google ou des sites là et il prend l'information qu'il a sans vraiment consulter un expert qui lui dira mais non. C'est pas possible, c'est pas la bonne information que vous avez. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous avez couvert, tout simplement. Génial. Donc, encore une fois, comme tu le nous rappelais un peu plus tôt, les experts, justement, qu'on peut rencontrer sont rémunérés par leur compagnie. Donc, honnêtement, on prend aucun risque à la limite à aller vraiment, juste poser la question et demander l'information. À avoir un conseiller pour qu'il vous donne l'information. Là. C'est gratuit. Selon l'autorité des marchés financiers, je vais le préciser. Un conseiller, il donne l'information, il te recommande, c'est gratuit, il est payé par les compagnies en cas de prise d'un produit particulier d'une compagnie. Là. Sinon, c'est gratuit de venir prendre l'information et c'est gratuit même de faire une planification en fonction du budget, de ses finances, tout ça, le conseiller, c'est son travail de le faire. Ok. Waouh. Merci beaucoup Stéphane vraiment pour ces explications claires. On comprend déjà beaucoup mieux comment fonctionnent les assurances et surtout comment faire ses choix éclairés. Supposons là que justement je suis une personne qui écoute ce podcast, qui trouve ça très intéressant, déjà la quantité d'informations que tu nous as partagées. Par quoi est-ce que tu lui recommanderais de commencer en premier pour commencer à considérer, à se lancer et couvrir vraiment ce qu'il est en train de construire? Tout d'abord, ce que je veux ajouter, c'est que pour une personne, ce serait vraiment difficile pour elle d'évaluer elle-même sa propre situation. Donc, en ce moment-là, c'est de, comme on dit, magasiner pour appeler un conseiller ou même une compagnie d'assurance afin de se faire rappeler pour se faire conseiller sur sa situation. Et c'est lorsque vous avez le rendez-vous avec le conseiller, parce que comme j'ai dit au départ, le conseiller, c'est son travail de discuter avec vous. La première étape, qu'est-ce que le conseiller fait? Il prend les informations du client ou de la personne en face d'elle. Donc, il pose des questions sur la situation personnelle, est-ce que la situation matrimoniale, et avec toutes ces informations-là, il prend un recul et met en place des stratégies, plusieurs stratégies qu'il a apprises au cours de son expérience et de sa formation. Et c'est après avoir mis en place ces stratégies-là qu'il vient les recommander aux clients. Et il explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il serait bien de faire ceci, voilà ce qu'il aura à faire à ce moment-là. Et en amont, mettons, du rendez-vous, est-ce que toi, tu as des recommandations de ce que une personne dans cette situation devrait préparer comme information pour alimenter, mettons, au maximum la réflexion du conseiller? Oui, bien entendu, la personne a ces informations, mais le plus important, c'est le côté budgétaire. Pourquoi? Parce que la personne doit se rendre compte de son budget ou bien de ses dépenses quotidiennes. C'est très important de le faire parce qu'on peut le faire dans la tête là, mais on ne le visualise pas. Ça, c'est vraiment un point important qu'on veut le faire là. Par exemple, qu'est-ce que tu fais les samedis? Est-ce que tu vas prendre un snack? Est-ce que tu vas au restaurant 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Tout ça là, ça a l'air anodin, mais c'est vraiment important au niveau de la situation financière d'une personne tout d'abord. Après ça, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai dans la poche au niveau de tout ce qui concerne ma situation personnelle, qu'est-ce que je gagne comme salaire, qu'est-ce que je veux protéger
ce qui est le plus important. Est-ce que je veux protéger mes proches? Est-ce que je veux protéger mes biens? Qu'est-ce que je veux protéger? Est-ce que je veux planifier ma retraite à 50 ans ou 65 ans? C'est bien de savoir qu'est-ce que je souhaite faire en fonction des objectifs. Et lorsque c'est très clair, c'est bien entendu très clair pour le conseiller qui va amener plusieurs stratégies vraiment efficaces pour la personne, dédiée à cette personne-là, personnalisée comme on dit dans notre jargon, pour cette personne-là, pour aller de l'avant. Je voudrais revenir un peu quand tu parles de l'importance de comprendre ses finances, comprendre ses habitudes de consommation. Quel est le lien entre la compréhension de ses finances et la couverture avec des assurances? Je vous donne un exemple. Pour une personne qui est payée à 3 000 pièces par mois et en cas d'invalidité, comme j'aime le dire, là, qui a 50% de son salaire, s'il avait visualisé dans sa tête, par exemple, qu'il payait juste son hypothèque à 2 000 et alors que peut-être qu'avec son hypothèque et toutes ses autres charges, il était à un peu plus de 3 000. Donc, il prenait dans sa carte de crédit. Il s'en rendait pas compte parce que c'était de tout petit pas à pas. Alors qu'en le faisant sur un bout de papier, tout simplement, il le visualise. Il voit qu'est-ce qu'il dépense à ce moment-là et ça aide beaucoup le conseiller dans sa recommandation. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Le conseiller viendra le refaire, cette petite pratique-là, avec lui afin de visualiser qu'est-ce qui se passe au niveau de cette personne-là et qu'est-ce qu'il faut protéger. C'est là que la notion de protection vient. Si par exemple, elle dépense un peu plus ou elle dépense tout simplement ce qu'elle a, c'est là que le conseiller pourra lui proposer par exemple une assurance invalidité pour protéger cette surplus, ou bien ce surplus, de dépenses-là en cas d'invalidité, par exemple. Donc, si je comprends bien, le montant estimé des dépenses permet de déterminer, en fait, quelque part, le montant qui va être protégé. En cas d'invalidité, par exemple. Aussi, en cas de... les prêts hypothécaires, c'est un peu plus, là. Mais au niveau des maladies graves aussi, tout simplement, on ne s'en rend pas compte. C'est seulement lorsqu'il y a quelqu'un qui a une maladie grave dans notre famille qu'on voit l'importance des maladies graves. Mais c'est important aussi, pourquoi? Parce que lorsqu'on dépense, en cas de maladies graves, ça coûte cher. Les maladies graves, c'est sûr qu'on peut guérir de certaines maladies graves, mais ça coûte cher, 25, 50, 30 000. Est-ce qu'on a dans un tiroir 25 000 assortis? Pas toujours. Pas souvent. Effectivement, c'est dans cette situation-là que le conseiller, il vient mettre en évidence cette situation-là pour vous recommander cette protection-là. Comme ça, en cas de maladie grave, vous pourriez appeler votre conseiller ou votre assureur pour dire, écoutez, j'ai une maladie là, donc je veux mes 50 000 pour laquelle je paye là. Okay. En moins d'une semaine ou 2 semaines, là, vous avez le décaissement directement de votre conseiller. Ok. Et si on est dans une situation où peut-être je sais pas, une personne a une maladie qui est considérée comme pas grave, mais qui pourrait potentiellement s'aggraver, est-ce que dans la phase où elle n'est pas grave, on peut souscrire à une assurance qui couvrirait la possibilité d'une maladie grave? C'est une bonne question. Ce qu'il faudrait savoir, c'est ce que je disais au début. Là, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui couvre les maladies, qu'est-ce que couvre la protection maladie grave. Il y en a 25, il faudrait que je voie la liste. Il y en a 25, comme j'ai dit, il y a les tumeurs, il y a l'AVC, il y a le cancer, l'Alzheimer et tout. C'est vraiment lister qu'est-ce qui est couvert. Il y a aussi, dans certaines situations où, dans le contrat, on peut rajouter des maladies où l'assureur paye une certaine partie qui n'a rien à voir avec la protection. Mais ça, c'est des situations vraiment exceptionnelles là, en fonction de la situation du client ou du besoin du client. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a j'ai envie de dire des compagnies d'assurance que tu pourrais recommander ou que tu sais qui s'adressent plus à une population plutôt qu'à une autre? Chaque compagnie a ses avantages, je vais dire à ses forces sur lesquelles elle part. Moi, je travaille pour Beneva. C'est sûr que on a beaucoup plus, on a une panoplie de produits par rapport à d'autres. Donc, avec Beneva, là, il y a vraiment une grande partie des besoins qui sont couverts, que ce soit les besoins temporaires pour les dettes, pour la protection des revenus ou les protections permanentes, comme je disais, l'assurance vie permanente.
pour la maladie grave, pour les frais de décès. On ne s'en rend pas compte, mais lorsque je discute, je vais prendre un exemple d'assurance permanente. Lorsque je discute avec un client et par exemple, je lui fais comprendre, on va tous mourir un jour, malheureusement. Il y a une chose dont on est sûr, c'est ça. On est sûr de ça, mais on ne sait pas quand. Mais je dis à la personne, par exemple, il ne faudrait pas laisser le chagrin que tes proches auront et en plus de ça, laisser une dette ou payer les frais funéraires, surtout les charges financières. Donc, il faut mettre le client devant ce genre de situation-là. Est-ce qu'on est prêt à laisser un proche à payer 15, 20 000, 25 000 pour l'enterrement? Est-ce que ce proche-là, c'est un multimillionnaire ou il a beaucoup d'argent? Est-ce qu'on est prêt à laisser ça à ses enfants ou ses petits-enfants? Ou on est prêt à se dire, j'aimerais bien que le jour que je suis pas là, mes proches, en plus de mon chagrin, n'auraient pas de soucis financiers concernant mon décès ou la vie pendant 10, 15, 20 ans. Entendu, comme ça a l'air vraiment d'un acte, j'ai envie de dire, presque responsable, là, ou d'amour envers ses proches. Donc, merci d'apporter cette précision-là. Alors, merci beaucoup pour ces explications claires, Stéphane. On comprend déjà vraiment beaucoup mieux comment les assurances fonctionnent et surtout comment faire des choix éclairés. Alors, pour résumer, les assurances servent à protéger contre des risques majeurs, mais pas contre tout. Le bon choix dépend toujours de votre âge, de votre situation et de vos responsabilités. Les assurances collectives ne couvrent pas tout, elles sont la base minimale et parfois ce n'est pas suffisant. Savoir lire son contrat, c'est extrêmement important. Surtout, n'oubliez pas, poser les bonnes questions, c'est essentiel. Et surtout, il vaut mieux être correctement protégé que surprotégé ou encore mal protégé. Avant de conclure, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut vérifier s'il paie trop ou s'il a les bonnes protections, qu'est-ce que ça serait ? De façon résumée, c'est de recontacter son conseiller ou de contacter surtout, c'est pas mauvais d'avoir un autre avis, c'est le plus important, un autre avis qui permettrait de détailler qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi tu le payes. C'est très important pour cette personne-là, comme on dit, de donner l'heure juste sur le produit qu'il a. Merci encore Stéphane d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous qui nous écoutez. Dans la description, vous retrouverez des ressources utiles comme l'AMF, Éducalois, les ACEF et les guides gratuits offerts par Code F. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode des APMO.